La pérennité et la grandeur d'un peuple dépendent essentiellement de la manière dont elle prépare sa jeunesse, de la qualité de l'éducation et des ressources qu'elle consacre à ses enfants. Plus vous vous préoccupez de la qualité de leur éducation, plus les chances que le peuple soit puissant, développé et conquérant est grand. Si vous n'en prenez pas soin, si vous ne leur accordez pas l'attention nécessaire, si vous ne choisissez pas pour eux l'excellence, il ne faut pas vous attendre à sortir de l'obscurité. C'est la ruine assurée, la lente disparition d'une civilisation. Avons-nous vraiment pris soin de notre jeunesse? Quelle formation leur réserve-t-on? Quel avenir leur préparons-nous? Quelle est la stratégie pour en faire des conquérants? Ceux qui vont faire de l'Afrique un nouvel Eldorado, vaste et déterminant sujet auquel Afro-Média s'attaque aujourd'hui dans notre magazine Tour d'Afrique. Chaque mois, nous nous emploierons, grâce à nos différents correspondants sur le continent, à traiter des sujets qui nous concernent, des sujets impactants sur lesquels nous devons avoir une approche stratégique. Question de faire face à nos réalités par nous-mêmes. Question de ne plus laisser les autres traiter ces sujets de façon caricaturale, de ne plus nous voir dans le seul regard de l'autre. Obligation aussi pour nous de parler de nous sans complexe, avec nos réalités, nos faiblesses, nos forces, nos conceptions des choses, nos traditions, mais toujours sans complaisance. Pour soigner le mal, il faut d'abord établir un diagnostic, faire un état des lieux sans concession. Et dans ce numéro de Tour d'Afrique, nous avons choisi de parler de notre système d'éducation, de l'école, dans laquelle nous fondons tous nos espoirs pour demain, dans laquelle nous construisons l'Afrique du futur, de l'école dans laquelle nous amenons fièrement nos enfants tous les jours, en rêvant pour eux d'un bel avenir. À quoi ressemble-t-elle? Peut-elle produire les champions dont nous avons si cruellement et urgemment besoin dans un monde concurrentiel et en constante évolution? Rien n'est moins sûr. Nous avons choisi de commencer ce tour d'Afrique par des images qui doivent nous interpeller. Des images réelles prises dans plusieurs pays qui traduisent la tragédie, le drame, la misère dans laquelle est plongée notre jeunesse. Ce n'est qu'un assortiment non représentatif. On va en voir pas mal dans ce tour d'Afrique de l'école. Pas la peine de détourner le regard. Je suis Alain Foka, voilà, je suis une école ici à Ziguinchor, classe CM2, c'est la classe CM2. Servitude qui me fait sortir de l'école. Sérieux, comment pouvons-nous attendre de sortir des champions de ces endroits lunaires dans lesquels nous confinons en toute bonne conscience notre jeunesse? Quelle que soit leur résilience et leur volonté, il faut reconnaître qu'ils partent avec un sérieux handicap. Des écoles sans toiture, au milieu de nulle part, souvent construites avec du matériel inflammable. Des salles de classe qui ne respectent pas les normes, certaines sans cours de récréation. Franchement, la vie de nos enfants est très très loin d'être un long fleuve tranquille, avec des disparités énormes. Au-delà de ces clichés véhiculés par les institutions internationales, par les bailleurs de fonds et autres ONG, à quoi ressemble la vie d'un élève en Afrique au sud du Sahara? Pas la minorité qui a la chance d'être accompagnée par les parents à l'école chaque matin dans des rutilants 4x4 avec leurs goûteux casse-croûtes. Mais l'autre immense majorité, Laura Lekefar, notre correspondante au Cameroun, nous amène en immersion dans la vie de deux élèves ordinaires de la ville de Douala, la capitale économique camerounaise. Un pas après l'autre, les mains croisées derrière le dos, la tête légèrement penchée vers l'avant, Fred marche vite. Pourtant, il n'a pas dormi plus que d'habitude. Il est un peu plus de 5h40. Ce matin, le temps ne l'attend pas. À cette heure-là,
Fred est déjà parmi les premiers. Il ouvre le comptoir de sa mère. Sur la table, les tubercules prennent place. Macabo, patates, igname. Des produits qu'il connaît par cœur. Je fais ça tous les matins. Je suis à la maison à 5 h. À 6 h quand je suis rentrée, ma vie pour aller à l'école. J'ai aidé maman parce qu'elle est fatiguée. Et c'est moi qui l'aide à installer. Elle a mal au dos. Les gestes sont sûrs, habituels. Je fais ça depuis le cours moyen 2. Je me sens fière envers mes parents. Et ça les encourage à payer mes cahiers, ma pension et à me nourrir. Le ciel commence à s'éclaircir. Fred termine déjà. L'installation est faite. Il ne reste que quelques minutes pour rentrer, se laver et se préparer pour l'école. À la maison, un lavage rapide, un peu d'huile sur le visage, la chemise d'école boutonnée à la hâte. Pas de petit déjeuner. Ça n'existe pas ici. Je n'ai pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. J'ai l'habitude plutôt d'aller à l'école. Je paye mon pain en première pause. Un quotidien exigeant qui n'empêche pas Fred d'être l'un des meilleurs élèves de sa classe. Pendant ce temps, ailleurs, la matinée suit le même rythme. Il est 6h30. Valérie, 17 ans, est déjà à l'œuvre. Elle découpe le ndolé, un légume à l'amertume bien connu. C'est la marchandise de sa mère, destinée à la vente un peu plus tard au marché. Dans le processus, c'est cette étape qu'elle préfère. Elle le fait avec plaisir, souvent avant de prendre le chemin de l'école. Je découpe uniquement, je découpe juste. J'aime juste découper. En classe de première, Valérie est fière de ce qu'elle fait et elle ne le cache pas. Moi, je fréquente. Ça ne m'empêche pas d'aider ma mère. Je l'aide bien. Il peut m'arriver souvent comme ça, je rentre de l'école à 16 h. Je cueille. Je cueille une partie avec elle. Je sais que nous, à 18 h, je suis dans mon cahier. Le week-end, le rythme s'intensifie. Fred est de nouveau au marché aux côtés de sa mère. Ce jour-là, il ne parle presque pas. En cause, le regard des clients, la présence des amis, la timidité prend le dessus. Tu as honte? Non, tu as honte comment? Alors que c'est même moi qui vais avoir honte. Alors nous n'insistons pas. Chez Valérie, l'ambiance est un peu plus calme, mais le marché est favorable. Le seau de ndolé se vide peu à peu. De retour à la maison, la fatigue se fait sentir. Le repos est mérité, mais il serait de courte durée. Les cahiers n'attendent pas longtemps avant d'être mis sur la table. Un peu plus tard, Fred plonge directement dans ses cahiers avant d'être debout comme un soldat le lendemain matin à 5h40. Nous n'allons pas rentrer dans le très savant débat de l'enfant travailleur où la pauvreté ambiante le pousse à être un contributeur. Un enfant qui participe aux travaux ménagers, c'est la règle. Un enfant qui aide ses parents démunis au marché ou dans les champs, c'est la règle. J'ai envie de dire, pour ceux qui vivent dans les zones de fortes traditions agricoles, qui n'a pas participé sincèrement ou aux récoltes dans les champs ou à la sémence. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler du nom très caricatural de travail des enfants. Ce n'est pas à proprement parler un handicap. Et je parle d'expérience, moi qui suis venu de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, je n'ai pas l'impression que ceux qui n'y allaient pas et qui bénéficiaient de conditions de vie nettement meilleures étaient forcément mieux que nous en classe. En revanche, ce qui interroge, c'est la cadence, les horaires, le rythme imposé à tous ces élèves qui ne tient pas compte de la vie sociale et culturelle de la majorité d'entre eux. Ceci soulève l'épineux débat sur le rythme et le calendrier scolaire dont nous parlerons plus tard à une autre occasion dans ce tour d'Afrique.